citoyens au sein des entreprises pour la cité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de témoigner, d'intervenir aux côtés de William Renaud et de Cora Chavard que je vais présenter dans un instant. Pour ceux qui ne connaissent pas les entreprises pour la cité, nous sommes un réseau d'entreprises engagées. À ce titre, nous accompagnons les entreprises, leurs fondations, leurs fonds de dotation dans leur stratégie d'engagement et également leurs actions sociétales sur le terrain. Alors, peut-être quelques éléments pratico-pratiques. L'événement est enregistré pour permettre ensuite de produire un replay. Donc, si vous ne souhaitez pas figurer sur le replay, vous pouvez tout à fait désactiver votre caméra, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour vos remarques, vos questions. Clément Dufour, qui est dans l'équipe des entreprises pour la cité, se chargera de vous répondre et puis de modérer le chat si besoin. Et puis, on pourra prendre également quelques questions à la fin du webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à 10 h. On va essayer de tenir le timing serré. Voilà. Alors, pour effectivement représenter les deux intervenants du jour, donc je disais William Renaud, qui est consultant mécénat et communication. Oula, j'entends un bruit. Consultant mécénat et communication au sein de Mécénat & Co, qu'il a cofondé avec Junie Meyer. Il est également auteur des chroniques hors frontières sur Care News. Si vous ne connaissez pas ces chroniques qui visent à présenter certains contextes philanthropiques, on va dire, à l'étranger, je vous invite vraiment à les lire. Clément va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est des articles assez intéressants pour ceux qui s'intéressent à la philanthropie à l'international. Et il est enfin co-animateur avec moi-même de la formation Mécénat international, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, Cora Chavard. Donc, Cora, je ne sais pas si tu es avec nous. Oui, elle est arrivée. D'accord. Et ben, ravie de t'accueillir. Donc, responsable engagement des collaborateurs et culture solidaire au sein de Total Energy Foundation. Cora aura l'occasion de nous représenter le programme Action, qui est le programme d'engagement solidaire de Total Energy à l'international. Voilà, donc je suis ravie vraiment de vous retrouver ce matin sur cette thématique des politiques d'engagement des collaborateurs à l'international. Pour le programme de ce matin, on fait court, hein, bien sûr, on fait bref. Donc, pourquoi engager ses collaborateurs à l'international? Tout d'abord, revenir un petit peu sur les enjeux. Ensuite, s'engager à l'international, quel contexte, quel exemple aussi on peut vous donner, et puis surtout, quelles ressources pour aller plus loin. Donc ça, c'est notamment William qui va nous présenter cette partie. Et puis ensuite, on aura le témoignage de Cora Chavard sur la politique action de Total Energy Foundation, suivi d'un petit temps de questions-réponses. Voilà, je vous propose de commencer dès à présent. Et puis pour ceux qui ont déjà commencé à utiliser le chat, de pouvoir, si vous le souhaitez, partager un petit peu vos attentes pour ce webinaire et puis aussi quelles zones géographiques vous intéressent particulièrement. Ça, c'est une question qui est un petit peu particulière par rapport au sujet, évidemment. Et peut-être vous dire que finalement, quand on parle de mécénat international, vous allez voir que c'est assez hétérogène, très hétérogène même, selon les pays, les aires géographiques. On ne retrouve pas du tout les mêmes cultures de l'engagement, les mêmes cadres légaux et fiscaux notamment. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir brosser aujourd'hui tout le monde entier, les 5 continents, malheureusement. Mais voilà, si déjà il y a quelques préférences géographiques, ça pourra nous donner quelques éléments. Donc, n'hésitez pas à préciser cela dans le chat. Et j'espère que Cora arrive à nous rejoindre. Bonjour Cora. Bonjour, excusez-moi, ça y est. Je suis désolée. Ah non, il n'y a aucun souci. Voilà, vous êtes là, c'est l'essentiel. Ouais. Donc, on va pouvoir démarrer tout de suite sur les enjeux de l'engagement des collaborateurs à l'international. Alors, engager ses collaborateurs à l'international, c'est tout d'abord, tout simplement, engager ses collaborateurs, qu'on soit en France ou à l'international. Finalement, il y a 4 types d'enjeux qui se retrouvent et c'est ceux qu'on identifie principalement au sein des entreprises pour la cité. Effectivement, engager ses collaborateurs à l'international, ça permet de répondre à 4 enjeux majeurs pour l'entreprise qui sont plutôt des enjeux liés à la fois aux ressources humaines, à l'humain dans l'entreprise, à l'ancrage territorial, à l'innovation et à l'image. Bien sûr, l'enjeu majeur étant celui que j'ai mis en bas de la slide, hein, c'est bien de répondre à des besoins stratégiques et opérationnels, soit d'associations, soit de bénéficiaires en direct, puisque c'est vraiment
l'objectif principal, effectivement, de ces politiques d'engagement. Alors, ces 4 enjeux sur lesquels je ne vais pas forcément revenir, puisque je pense que toutes et tous dans les entreprises, vos entreprises respectives, vous savez de quoi je parle. Par contre, dans un contexte de mécénat à l'international, ces enjeux sont complétés d'autres enjeux. En effet, quand vous souhaitez développer une politique d'engagement des collaborateurs à l'international, ça va vous permettre de faire vivre finalement une culture de l'engagement à un niveau groupe, de réunir vos collaborateurs sous des mêmes valeurs, une même bannière, quelles que soient leurs implantations géographiques. Et on peut aussi prendre ça pour un exemple français, notamment pour des entreprises qui ont un peu des filiales partout en France. Ça peut être aussi le moment de rassembler vos collaborateurs autour de valeurs communes. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir agir au plus près des acteurs et des bénéficiaires locaux, et donc de s'adapter forcément à leurs besoins qui sont spécifiques. Quand vous avez des collaborateurs qui sont sur le continent asiatique ou qui sont sur le continent américain, par exemple, ils ne vont pas répondre aux mêmes besoins, il ne va pas y avoir les mêmes acteurs sur le territoire et ils ne vont pas avoir les mêmes habitudes d'engagement. Donc, il va falloir s'adapter un petit peu à ce jeu de l'engagement selon les différentes aires géographiques dans lesquelles votre entreprise intervient. Ensuite, s'engager à l'international et permettre à vos collaborateurs de le faire, c'est pouvoir aussi s'inspirer d'initiatives et de cultures locales, peut-être repérer une initiative intéressante, une innovation en local qui va pouvoir ensuite soit être répliquée ailleurs, soit qui va pouvoir tout simplement inspirer plus largement votre communauté globale au niveau mondial. Et enfin, un des intérêts aussi de pouvoir mobiliser ces collaborateurs à l'international, c'est de pouvoir créer des synergies entre vos différentes implantations, entre vos différentes filiales. Et ça, que vous soyez présent dans 2 pays, dans 3 ou dans 100 pays, voire plus, finalement, c'est assez intéressant et notamment pour les entreprises qui choisissent de créer vraiment des communautés de l'engagement, c'est-à-dire qu'ils vont créer des réseaux, par exemple, des réseaux de délégués, des réseaux de référents mécénat à l'international. Vous allez créer vraiment une dynamique entre tous vos pays. Et bien sûr, comme je le disais, toujours au service des besoins des associations ou des bénéficiaires en local. Si on s'intéresse maintenant aux politiques d'engagement à l'international et finalement aux étapes de déploiement. Comme je vous le disais, là, on a 1 heure. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tout traiter, mais on a voulu vous donner un petit peu une image synthétique de qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, quels sont les points d'attention à avoir quand on veut développer une politique d'engagement à l'international. Alors, tout d'abord, ça commence par une phase de diagnostic des besoins internes à l'entreprise et externes. Donc ça va plutôt être les besoins que vous repérez sur le terrain ou auprès des acteurs de la société civile. Tout d'abord, quels sont vos enjeux en tant qu'entreprise par rapport aux 4 enjeux que je mentionnais dans la slide précédente et qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Peut-être que vous allez avoir besoin de réaliser une cartographie de qu'est-ce que font vos filiales, comment elles s'engagent sur le terrain, quels sont déjà leurs partenaires. Vous allez devoir capitaliser forcément sur l'existant puisque vous allez voir que ça va être ensuite vos alliés pour pouvoir déployer plus largement. Quelles sont les envies et les contraintes de vos collaborateurs? Ça, il y a certaines entreprises qui décident de faire un petit peu des enquêtes collaborateurs en leur demandant tout simplement: est-ce que vous voulez vous engager? Si oui, comment? Pour quelle cause? À quel rythme? Etc. Pour connaître un petit peu plus les tenants et aboutissants de l'engagement des collaborateurs. Quels sont les besoins associatifs locaux? Alors ça, on reviendra dessus tout de suite après, mais c'est vrai que c'est une partie assez complexe, hein, peut-être à appréhender selon les territoires, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur des acteurs locaux, des relais, des têtes de réseau en local qui vous donneront certaines informations. Bien sûr, la faisabilité juridique, fiscale, sécuritaire, sanitaire, elle est primordiale pour pouvoir engager ses collaborateurs à l'international. Selon les pays, vous allez voir que le cadre légal n'est pas du tout identique. Parfois, il y a même des vides juridiques sur certaines aires géographiques. Et puis maintenant, l'aspect sécuritaire et sanitaire qui paraît d'autant plus important maintenant qu'on on sort d'une crise, ou on y est encore, ça dépend des interprétations. Et ensuite, quels formats de mobilisation vont être envisageables? C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt partir sur du mécénat de compétences? Est-ce qu'on va plutôt être sur du volontariat? Est-ce qu'on va choisir une journée dans l'année où tous nos collaborateurs dans le monde vont s'engager? Ou est-ce qu'on va laisser le choix à chacun de s'engager ponctuellement, etc. Il y a 10 000 façons de s'engager, on ne va pas toutes les aborder ici. Il y a beaucoup de formats, mais voilà, il faut déjà commencer un petit peu à mapper quelles sont les possibilités.
Ensuite, il y a toute l'étape effectivement de cadrage opérationnel. Quel mode de pilotage on va choisir pour ce mécénat international? Quand on parle de pilotage, c'est-à-dire est-ce que pour une entreprise française, est-ce que c'est elle qui va définir le programme et ensuite les filiales vont le mettre en œuvre? Est-ce qu'une marge de manœuvre est laissée à chaque filiale pour finalement choisir sa cause, ses actions, ses acteurs soutenus? Là, on vous donnera aussi quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Quels sont les formats les plus adaptés? Ça fait un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur la faisabilité aussi juridique et fiscale, et puis surtout de terrain. Et puis, qu'est-ce qu'on met en place en termes d'organisation pour animer cette politique d'engagement? Est-ce qu'on nomme déjà une équipe dédiée, au moins une personne? Est-ce qu'on nomme des référents dans chaque pays qui vont pouvoir faire remonter aussi des informations, animer en local, identifier des partenaires, etc. Sur l'étape de mise en œuvre, alors l'étape de mise en œuvre et l'étape de l'évaluation, on les abordera peut-être un peu moins dans ce webinaire-là, puisque, comme je le disais, on ne peut pas tout traiter, mais c'est néanmoins très important. Et puis, il pourrait y avoir d'autres webinaires par la suite qui traitent de ces sujets-là. C'est vraiment comment on va identifier des acteurs locaux. Est-ce qu'on s'appuie sur justement un existant? Est-ce qu'on va en chercher d'autres? Est-ce qu'on s'appuie sur des têtes de réseau qui vont pouvoir nous identifier? Ou est-ce qu'on s'appuie aussi tout simplement sur les collaborateurs en local qui peuvent nous faire remonter des projets? Ensuite, qu'est-ce qu'on met en place en termes d'outils de matching et de suivi? Alors, outils de matching, c'est-à-dire notamment, par exemple, les plateformes d'engagement que vous pouvez connaître. Donc, je crois d'ailleurs peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui font partie de ces plateformes, comme Wenabi, Vendredi, et il y en a d'autres, Humana, etc., qui permettent de s'engager, et Cora pourra revenir là-dessus plus tard. Qu'est-ce qu'on met en place aussi en termes de processus de sensibilisation et de formation des collaborateurs, puisque s'engager à l'international, pour des collaborateurs qui n'ont jamais sauté le pas, ça va demander parfois un petit temps de sensibilisation, de formation. Bien sûr, ça, c'est aussi à jauger en fonction du format qui est choisi. On ne s'engage pas de la même manière quand on s'engage pendant 2 heures que pendant 2 mois sur une mission de compétences métiers, par exemple. Et puis, quels moyens de communication, d'animation dédiés? Est-ce qu'on met en place des réseaux notamment web, etc., pour animer ça à un niveau international ou à un niveau local? Là aussi, tout est possible. Et puis enfin, la phase d'évaluation, on l'a mise parce qu'elle nous paraît vraiment primordiale. Quand on développe une politique d'engagement des collaborateurs, d'ailleurs que ce soit simplement en France ou plus largement, c'est vraiment important de mettre en place des indicateurs de suivi, voire d'impact, pour pouvoir notamment évaluer combien de collaborateurs se sont engagés, où est-ce qu'ils se sont engagés, pour qui, quels effets ça a eu sur aussi les personnes ou alors les acteurs accompagnés. Donc là, c'est vraiment très synthétique, je suis passée assez brièvement, je m'en excuse, mais c'était vraiment vous brosser un petit peu les différentes étapes. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y revenir plus tard. Et puis, je passe tout de suite la parole à William Renaud, donc pour la partie un petit peu contexte, exemple et ressources. Merci, merci beaucoup Oriane, et bonjour, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va faire un rapide survol sur les dimensions de l'engagement à l'international, et puis ensuite, et puisque c'est vraisemblablement d'abord pour ça que vous êtes venus, on écoutera Cora nous raconter son expérience. Peut-être dire une première chose et dire tout simplement que la générosité, c'est un phénomène global. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'ensemble des civilisations, dans l'ensemble des aires géographiques. À titre d'exemple, elle est prescrite par la plupart des religions. C'est une des 3 vertus théologales du christianisme, c'est un des 5 piliers de l'islam, c'est présent dans le judaïsme, le bouddhisme, le confucianisme. Bref, vous voyez qu'on a déjà couvert une bonne partie de l'humanité avec ces quelques items-là. D'un point de vue plus statistique, disons, c'est quelque chose qui est pratiqué sur tous les continents par les individus comme par les entreprises. En ce qui concerne les individus, ça tombe bien, on a vraiment des données assez précises sur le sujet, et on y reviendra dans la partie ressources. C'est notamment le World Giving Index qui pose les 3 mêmes questions dans plus d'une centaine de pays dans le monde, aux habitants de plus d'une centaine de pays dans le monde. Et on leur pose la question de savoir si au cours de l'année écoulée, ils ont donné de l'argent, donné de leur temps, et ça nous intéresse au premier chef aujourd'hui, ou aider quelqu'un qu'ils ne se connaissaient pas, aider un étranger. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré les crises que l'on connaît, en 2020, il y a 3 milliards d'individus qui ont déclaré avoir donné du temps ou de l'argent au cours de l'année écoulée.
avec des disparités géographiques assez différentes et avec des biais évidents dans la réponse au questionnaire en fonction du terme, de la langue, de la zone géographique, du moment où ça intervient. Il y a toujours des éléments qui viennent biaiser le sondage, mais c'est quelque chose qu'on a de normé au niveau international, c'est un des rares outils. Et il est réalisé par la Charities Aid Foundation, qui est une des organisations qui étudie le sujet. Et un des éléments qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources disponibles, de plus en plus d'organisations qui l'étudient. Alors, est-ce que les données sont toujours fraîches? Non. Est-ce que la recherche est toujours d'excellente qualité? Malheureusement pas. Néanmoins, aujourd'hui, on sait où on peut aller chercher de l'information quand on s'intéresse à ce sujet-là. Il y a donc CAF, Charities Aid Foundation, qui est un organisme anglo-saxon, mais qui travaille un petit peu partout dans le monde et qui a pas mal de données disponibles. Il y a également Wings, qui est pardon, je vois la question de Sophie, c'est le World Giving Index. On a une slide ressources après, on y reviendra avec plaisir. Il y a également Wings, pardon, je le disais, et Wings, c'est vraiment centré sur les grant makers et comment les organisations qui distribuent des financements s'organisent. Il y a également la fusion entre le Daphne, qui est le Donor and Foundations Network in Europe, et l'EFC, le European Foundation Center, qui ont fusionné pour créer Philae. On y reviendra également dans la partie ressources. Et vous avez également l'ERNOP, qui est le European Research Network on Philanthropy, qui est le rassemblement des différents chercheurs autour de nos sujets. Leur site est un petit peu aride de lecture, mais passionnant. Il y a vraiment une mine d'informations à retrouver sur celui-ci. Je vous encourage à le regarder. Avec des profils pays sur la plupart des pays d'Europe. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il faut, et vous allez le voir, on va insister là-dessus, il faut redire l'hétérogénéité des formes et des dynamiques d'engagement. Il y a toujours des dynamiques régionales ou internationales qui sont importantes dans la mobilisation des donateurs, qu'ils soient individuels ou entreprises. Par exemple, les feux de forêt en Australie en 2020 avaient entraîné une explosion des dons dans ce pays-là. Le Covid a vu une mobilisation importante, Notre-Dame idem, la guerre en Ukraine idem. Donc on voit qu'il y a toujours des dynamiques régionales qui vont jouer, et des dynamiques internationales également. Donc voilà pour revenir un petit peu sur la dimension globale du phénomène qu'est la générosité et l'engagement des entreprises pour aller plus loin. Pour passer à la slide suivante, vous allez voir qu'autour du monde, il y a beaucoup de différences dans la façon dont, quand bien même ça existe partout, c'est envisagé de façon très différente partout dans le monde. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a une différence dans les types d'incitation. Par exemple, vous allez avoir des avantages fiscaux, comme chez nous, qui sont une réduction fiscale, on réduit l'impôt qui est dû. Il y en a d'autres qui vont proposer une déduction, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'assiette sur laquelle est payé l'impôt. Et puis, vous allez avoir, en fonction des pays, des incitations fiscales qui vont être limitées aux dons à certains types d'organisations ou à des causes spécifiques, ou même des pays où ça n'existe tout simplement pas. Et c'est pas forcément les pays auxquels on s'attend. Par exemple, la Belgique, moi qui vous parle de Lille, c'est à 30 km de chez moi aujourd'hui. En Belgique, il n'y a pas d'avantage fiscal spécifique sur les dons aux organismes d'intérêt général. Tout ça est confondu dans le sponsoring et les transferts de fonds à des organismes tiers de l'entreprise. Donc, au sein de l'Europe des 27, rien que ça, il y a une hétérogénéité vraiment très, très, très importante selon que vous travaillez en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Belgique, comme je le disais. On a d'ailleurs il y a trop d'hétérogénéité pour y revenir ici, malheureusement, mais il y a une excellente ressource sur la cross-border philanthropy, sur lequel on va pouvoir revenir et qui est une excellente porte d'entrée sur ce sujet-là. Un autre élément peut-être sur lequel on peut insister, c'est l'hétérogénéité des pratiques. Un exemple prototypique, c'est le poids des entreprises dans la générosité. On parle beaucoup des USA en disant oui, mais la générosité aux USA, c'est faramineux, etc. C'est vrai, c'est faramineux, c'est des centaines de milliards de dollars qui sont donnés chaque année. En revanche, la part des entreprises là-dedans est infinitésimale. Elle représente moins de 10% des dons qui sont réalisés aux organismes d'intérêt général. En France, on est sur
60-40, en tout cas, les entreprises donnent environ 3,5 milliards d'euros par an aux organismes d'intérêt général. Les individus, en incluant le LEG, donnent environ 4,5 milliards d'euros. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est assez équilibré en termes de modèle, alors que, par exemple, aux USA, ce n'est pas du tout le cas. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des différences, alors qu'on pourrait se dire qu'on est relativement proche par beaucoup d'aspects des cultures américaines. On voit que, en ce qui concerne l'engagement des entreprises, c'est assez différent. Il y a également des éléments comme le poids de la réglementation qui vont être importants. Je pense par exemple à l'Inde ou à l'Afrique du Sud, où il y a des lois qui obligent les entreprises à donner une part de leur chiffre d'affaires à des organismes qui sont fléchés par l'État. C'est la CSR Law en Inde, la loi RSE, qui oblige à donner 2% du bénéfice de l'entreprise à des organismes qui sont fléchés par l'État. C'est également le cas en Afrique du Sud. Il y a d'autres phénomènes qui existent. Par exemple, en Italie, pour les individus, vous pouvez flécher une partie de votre impôt sur le revenu à des associations. C'est quelque chose qui existe également en Pologne, par exemple. Et puis enfin, il y a une acceptation de la philanthropie d'entreprise ou de l'engagement des collaborateurs d'entreprise qui est parfois incertaine. Les remises en cause qu'on a pu voir ces dernières années de la philanthropie des individus, de la grande philanthropie en France et aux USA, en est un exemple. Il y a des pays dans lesquels on va considérer que les entreprises n'ont pas à se mêler de telle cause, de tel type d'engagement. Donc on voit qu'il y a des spécificités locales à prendre en compte de façon spécifique. Voilà un petit peu juste pour dire un mot sur l'hétérogénéité des pratiques. Peut-être qu'on peut dire un mot, et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, on sera ravis de les prendre. Et je crois qu'il me reste 5 minutes pour parler, Oriane, tu me diras si je me trompe. 5 minutes, on pourra très bien. Parce qu'après, on a un petit cas pratique, évidemment, on va pas rester dans le général. Alors, allez, merci pour votre question, Diane. Vous allez voir, non, malheureusement, il n'y a pas de schéma type. En ce qui concerne les ressources, dans le monde, Rules to Give By, un annuaire, 350 pages, regroupant pays par pays l'environnement légal, fiscal du don. Donc, vous avez une fiche par pays. Donc, si vous voulez savoir comment s'organise la philanthropie en Albanie, enfin, fiscalement en tout cas, vous avez des éléments de réponse dans cette ressource-là. Il y a le World Giving Index dont je vous parlais. Il y a également l'étude sur la taxation des flux transnationaux en Europe. Vous voyez que là encore, il faut parfois s'accrocher à la lecture, mais c'est vraiment la meilleure somme que vous pourrez trouver sur ce sujet-là. Les ressources de Phila, évidemment. Puis sur l'engagement spécifique des collaborateurs, il y a vraiment, sur l'aspect vraiment légal, il y a l'étude internationale qui a été réalisée par Vendredi. Et puis vous avez également les ressources qui sont disponibles sur le site du Global Pro Bono Network. Alors, certaines sont réservées aux adhérents, mais j'ai revérifié ce matin, il y en a qui sont disponibles en open source. Il y a par exemple une étude de cas très intéressante sur le pro bono en Espagne, avec des cas pratiques, des fiches entreprises, etc. C'est assez intéressant. Voilà un petit peu pour la partie ressources. Je vous propose maintenant de regarder un cas pratique et l'exemple d'HSBC. Pourquoi cet exemple-là? Pourquoi on a choisi cet exemple-là? Pour deux raisons. D'une part, c'est parce que le programme dont on va vous parler est terminé. C'est un programme, le HSBC Water Program, qui a eu lieu de 2012 à 2019 et qui est terminé aujourd'hui. Donc, on a vraiment il y a un peu de recul et on peut le regarder comme un objet fini. Et ça, c'est assez intéressant, je dois dire. Deuxième raison, c'est que HSBC, vous le savez bien, n'est pas une entreprise française. Et donc, ça permet de voir un petit peu ce qui se fait en dehors de France. Et on trouvait ça intéressant. Secteur bancaire, 235 000 collaborateurs, présence dans 66 pays. J'ai plus les actifs sous gestion, mais ça dépasse notre entendement, bien évidemment. Et un programme majeur qu'ils ont lancé en 2012 et qui était centré autour de l'eau. Ils ont notamment travaillé avec 3 grosses ONG, Earthwatch, WaterAid et le World Wide Fund, et avec un impact assez important. 1,65 million de personnes ont eu accès à l'eau grâce au programme et 2,5 millions ont eu accès à la sanitation, donc à l'eau, éducation à l'hygiène, etc. Ils ont d'autres engagements, comme le HSBC Partnership for Skills, qui est un programme de formation professionnelle sur les questions d'éducation financière, littératie financière, pour faire un anglicisme.
Et puis, ils ont également un travail sur les supply chain et ils ont une fondation spécifique en France qui, elle, est active dans l'éducation. Ils ont également remis pendant très longtemps un prix sur la photographie. Pour parler plus spécifiquement du HSBC Water Program, eux, ils ont vraiment eu ils ont voulu aller vite dans le déploiement. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. Et pour ce faire, ils ont mis en place un partenariat avec 3 très grosses ONG. Alors, on en connaît une, bien sûr, c'est WWF. Les 2 autres sont peut-être un petit peu moins dans notre scope à nous Français, mais ce sont de grosses ONG anglo-saxonnes. Et en mettant en place un partenariat avec ces acteurs-là, ils ont pu, en fait, avoir un effet de levier assez important et mettre en place leur programme sur les différentes régions du globe où ils étaient présents de façon assez rapide. Plusieurs, donc voilà, je vous ai parlé des chiffres. Quelque chose qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, c'est le Freshwater Watchers, le programme qui a été créé. Tout simplement, ils ont formé des collaborateurs du groupe à la collecte et à l'analyse d'échantillons d'eau. Donc, on formait les collaborateurs sur comment collecter un échantillon d'eau dans des rivières, dans des ruisseaux. Ou même de l'eau du robinet dans certains endroits. Ils ont formé 8000 collaborateurs avec le Citizen Science Project, et puis dans 36 villes du monde, ces collaborateurs ont collecté plus de 17 000 points de données de référence en collectant donc des échantillons d'eau. Et cette collecte d'échantillons de données internationales et de très grande ampleur, comme vous le voyez, a été utilisée pour plus de 35 publications scientifiques. Donc, il y avait vraiment comment est-ce qu'on peut faire vivre notre engagement autour d'un thème très bien choisi, qui est celui de l'eau. C'est une thématique que vous pouvez déployer partout dans le monde de façon assez aisée a priori. Et puis, comment est-ce qu'on peut engager nos collaborateurs autour de ce sujet-là. Ça a plutôt bien fonctionné. Un autre élément d'engagement collaborateur qui a été réalisé, c'est ils ont proposé tout simplement aux collaborateurs d'HSBC de faire remonter des projets. Et il y a 72 projets dans 42 pays qui ont été remontés et sélectionnés avec le concours des employés d'HSBC. En plus de ces 2 éléments-là, il y a également une formation sur la résilience climatique urbaine pour un plus petit nombre d'employés, mais c'est intéressant néanmoins. Et puis, au-delà de ça, le groupe revendique 272 000 heures de mécénat de compétences et de volontariat en 2017, qui est la dernière année pour laquelle on a pu trouver des chiffres consolidés. Voilà un petit peu pour cet exemple. Je crois qu'on est pile dans le timing. Voilà un petit peu pour cet exemple-là qu'on trouvait intéressant. Ah non, on a un dernier élément, c'est le mode organisationnel, bien sûr. Excusez-moi, Diane, cette slide, elle est évidemment pour vous. En ce qui concerne le modèle organisationnel, non, il n'y a pas de modèle unique. Vous verrez qu'il y a vraiment une hétérogénéité, là encore, assez importante entre centralisation et décentralisation. Et vous voyez qu'il y a plusieurs nuances. Vous allez par exemple, je vais revenir à grosse maille sur cette slide peut-être, vous voyez qu'on va avoir des acteurs où la maison mère va définir les programmes d'intervention, animer la communauté des délégués des fondations et effectuer le reporting global avec un mécénat principalement en régie directe. Vous voyez dans certaines filiales pays, chez Schneider Electric, il y a 2 fondations locales et il y a des délégués de la fondation dans 130 pays. Donc on est vraiment sur une centralisation de la définition des programmes d'intervention, sur une centralisation de l'animation de la communauté et une communauté un petit peu partout dans le monde. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui vont créer, je ne reviens pas sur Total Energy, évidemment, c'est Cora qui nous en dira plus, mais en ce qui concerne Carrefour, par exemple, il y a plus d'une dizaine de fondations qui ont été créées dans différents pays. Donc, on voit qu'on est sur une stratégie assez différente. Il y a d'autres acteurs comme Orange, ils ont plus d'une quinzaine de fondations, dont une douzaine dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Carrefour, vous voyez que la maison mère soutient et pilote les projets de l'axe transition alimentaire en France et à l'international et va appuyer les pays mécénats en local. Et en revanche, à côté de ça, chaque pays déploie des actions indépendamment. Alors, évidemment, il y a ce fil rouge de l'alimentation au niveau groupe, mais il y a beaucoup plus de liberté qui est laissée aux différentes filiales pays dans la définition de leur engagement. Et puis, un autre exemple, c'est Accenture, où il y a le corporate qui définit un programme, Skills to Succeed, qui subventionne de grosses ONG au niveau international. Vous voyez un petit peu sur le modèle d'HSBC qu'on vient de voir. Et puis en revanche, en local, il y a une libre interprétation du programme en lui-même et une mobilisation des collaborateurs qui est organisée au niveau pays.
Donc, vous voyez, il n'y a pas de façon unique de faire. Tout comme la générosité et son organisation sont multiples, les entreprises s'organisent de façon multiple pour organiser leur générosité et leur engagement collaborateur, bien évidemment. J'ai dépassé de 2 minutes, Oriane, mais tu m'en voudras pas. Je pense que c'est toi qui étais en retard de 2 minutes pour lancer. Voilà, tout à fait. Merci William d'avoir tenu le timing. Et effectivement, ravie de retrouver donc Cora Chavard, donc responsable engagement des collaborateurs et culture solidaire au sein de Total Energy Foundation. Donc merci Cora d'être avec nous, de pouvoir témoigner sur le programme Action et sur justement toutes les actions que vous avez pu mettre en place. Est-ce que déjà tu pourrais nous présenter, Cora, Total Energy Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas le programme d'engagement de Total Energy, et le programme Action, qui est le programme d'engagement des collaborateurs? Avec plaisir. Bonjour Oriane, bonjour à toutes et à tous. Petite rectification, donc moi je suis bien engagement des collaborateurs et culture solidaire sur le volet international. Voilà, j'ai une collègue homologue qui s'occupe de la partie France. Et alors, pour reposer un peu le sujet, Total Energy Foundation, c'est un programme de solidarité de la compagnie qui est internationale et qui est en fait dans la lignée de notre volonté d'être un acteur responsable. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'on a voulu impliquer nos collaborateurs, faire avec nos collaborateurs. Et de là est né le programme Action. Donc là, c'est vraiment pour aller plus loin dans l'aide qu'on peut apporter à la société civile, pas seulement un support matériel ou financier, mais aussi humain. Et donc aujourd'hui, c'est environ 65 000 personnes qui peuvent s'engager et donner de leur temps auprès de nos associations partenaires. Les associations qui sont soutenues par les filiales. Et j'y reviendrai à savoir comment on sélectionne et on anime un peu ce réseau de partenaires. Donc, je le disais, c'est un moyen pour apporter du temps et un moyen humain aux associations. C'est aussi d'apporter les compétences de nos collaborateurs, pas seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences douces. On est convaincus, et je pense qu'on l'est tous, hein, que ça permet de développer de maintenir d'autres compétences comme par exemple l'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe, la volonté d'aider, la solidarité. Donc tout ça, une fois qu'on y a goûté, ça paraît naturel, hein, une fois qu'on a participé à une mission, on en est convaincu. Et en fait, donc le quota, qui est une règle internationale et qui est applicable pour l'ensemble des collaborateurs, c'est la même. C'est le même traitement pour tous, c'est 3 jours par an sur notre temps de travail. Donc ça représente un crédit de 24 heures. Découpable, utilisable comme on le souhaite en fait, hein, par tranche de 2 heures, 8 heures, ça peut être 3 jours complets. On peut aller au-delà et dans ce cas-là, ça devient de l'engagement en dehors du temps de travail. Mais en tout cas, sur le temps de travail, on a tous 3 jours par an. Et c'est un moyen d'aider les partenaires, mais aussi d'emmener nos collaborateurs vers ce que la compagnie fait en termes de performance sociétale, de pouvoir leur donner un peu de visibilité sur ce qu'on fait. C'est pas toujours évident, il n'y a pas énormément de communication sur ces sujets-là, voulu ou pas, mais en tout cas, ça permet à nos collaborateurs de se rapprocher un peu de nos activités dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas, Oriane, si tu veux que je réponde aux questions en parallèle, parce que je les vois apparaître. Cette question-là, oui, par exemple. Ouais. Sophie qui demandait quel était le taux d'engagement finalement. Alors, je vais y venir justement, on a des chiffres, je ne veux pas spoiler la suite, mais là, on a atteint les plus de 10 000 collaborateurs uniques engagés depuis le début du lancement du programme. Sur environ 65 000, je le sais. Mais les chiffres clés, j'y reviendrai. Et donc, le programme Action, le principe, dans quel type d'activité on va pouvoir s'engager, ça, c'est donc on a des domaines qu'on pousse, des guidelines un peu, hein, mais on a un focus, en tout cas, c'est la jeunesse. Notre priorité, c'est vraiment la jeunesse, environ 12-25 ans. C'est une population qu'on veut aider, à la fois dans leur orientation, l'accès à l'information, l'accès à la formation et ensuite les aider à l'insertion. Donc vraiment les accompagner dans tout le cursus
pour pouvoir éventuellement leur permettre de réintégrer un cursus ou de trouver leur voie, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment la jeunesse, et en particulier la jeunesse des quartiers défavorisés ou plus vulnérables. Alors, ce focus, on l'adresse au travers de 4 domaines d'action. J'y reviendrai aussi, mais qu'on essaie de pousser. Après, localement, on s'adapte évidemment aux besoins, hein, des territoires. Donc, les 4 domaines d'action, ça va être évidemment l'éducation et l'insertion. Donc, on les retrouve là sur la slide. Éducation et insertion, pas que des jeunes, mais parce qu'on fait aussi de l'éducation et l'insertion, par exemple, des réfugiés. La sécurité routière, qui est un axe important pour nous. Le domaine climat, littoraux et océans, qui va permettre d'étudier les interactions entre les changements climatiques, les littoraux et les océans, et puis aussi d'amener la jeunesse vers ces environnements-là. Et enfin, le dialogue des cultures et le patrimoine. Donc, je l'ai annoncé, j'ai lâché la bombe, 10 000 collaborateurs. C'est des chiffres qu'on est très fiers de pouvoir partager aujourd'hui. On les a atteints en avril, je crois, si je ne me trompe pas. Le programme, il a été lancé en 2018. Donc, 4 ans plus tard, on peut dire que 10 000 collaborateurs uniques se sont déjà engagés dans le cadre du programme Action à travers le monde entier, dans les pays et les territoires où on est présent. Et on est presque à 20 000 actions réalisées depuis 2018. Et en termes de déploiement international, on a atteint 97 pays qui sont aujourd'hui déployés. L'objectif, c'est bien que l'ensemble des pays et des territoires où on est présent puissent déployer le programme pour permettre à nos collaborateurs partout de s'engager, en fait. Voilà un peu pour les grandes lignes du programme et les chiffres atteints aujourd'hui. Merci Cora, et je me rends compte que j'ai bien inversé en bas les chiffres clés. Depuis la création, c'est bien plus de 10 000 collaborateurs engagés, 20 000 actions réalisées, et en 2021, 5 400 et plus collabs engagés et 8 100 actions réalisées. Voilà, je mettrai à jour la présentation. Est-ce que tu peux nous dire, Cora, comment finalement vous arrivez, puisque en déployant 97 pays, comment vous arrivez à animer cette communauté de collaborateurs engagés, ces différentes filiales? J'imagine qu'il y a quand même aussi une hétérogénéité, hein, dans vos filiales en termes de taille, de causes aussi privilégiées. Voilà, comment vous arrivez à animer toute cette dynamique? Mais comme tu le dis, comme on disait, le programme il est piloté, il est lancé, animé par notre équipe à Paris, et je reviendrai sur la structure de notre équipe. Mais après, on s'adapte évidemment localement. Donc la règle pour tout le monde, c'est les 3 jours. Ça c'est valable pour tout le monde. Tous les collaborateurs ne les utilisent pas, hein. D'ailleurs, ces 3 jours, c'est jusqu'à 3 jours par an. En moyenne, on en est encore loin. Certains utilisent 3 jours et plus. Et d'autres ne l'ont encore jamais fait. En moyenne, je crois, aux dernières nouvelles, on était environ à 1 jour utilisé sur les 3, en moyenne, hein. Donc, bon, c'est difficile après de poser des chiffres comme ça, mais pour dire que 3 jours, c'est un bon niveau. Et en fait, ça, c'est valable pour tous les collaborateurs. Donc, Tokyo, Johannesburg, Houston, même à Papeete, la règle, c'est la même pour tout le monde. Après, pour ce qui est de la stratégie, du choix des domaines d'action, du choix des partenaires, c'est vraiment la filiale qui va être responsable. Donc, dans chaque pays, on a quelqu'un qui est nommé par le directeur du pays, entre guillemets, pour animer le programme, sélectionner les partenaires, les sourcer, conventionner, etc. Donc nous, on est là pour les aider, les orienter, les réorienter si on voit qu'ils sortent du cadre, ou pour s'assurer de l'éligibilité des partenaires, mais aussi des missions. On a énormément d'outils, évidemment, à leur disposition. Et on a un lien qui est très fort, j'y reviendrai, mais la communication, c'est clé. Et en fait, après, c'est eux qui sont responsables et on essaie de les autonomiser au maximum, parce que comme vraiment on veut s'adapter aux besoins locaux, c'est inutile de forcer des missions dans un des 4 axes si localement il y a une catastrophe qui vient d'arriver, il faut répondre à cette urgence, ou si on voit qu'il y a des problématiques qui sont dans la santé, par exemple. Donc c'est vraiment à eux de s'adapter localement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, en termes d'organisation d'équipe, ça, c'est important aussi. C'est que, donc, on veut vraiment les autonomiser en local, mais nous, c'est indispensable qu'il y ait des personnes qui les motivent et qui gardent la dynamique. Et donc, à Paris, dans notre équipe, on est 8, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, entre 8 et 9, dédiés au programme Action. Et à l'international, on est 4.
donc moi incluse, 4 personnes dédiées vraiment à nos référents en filiale pour vraiment animer ce réseau. Donc, on a des contacts hyper réguliers avec l'ensemble de nos référents. On organise des réunions avec eux tous les mois ou 2 mois et on les fait en petits comités de pays. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé des petits groupes de pays, souvent pays voisins, 3, 4, je pense maximum 5 pays, où on se parle régulièrement, donc toutes les 6 semaines environ. Et on fait un tour de table, donc chacun explique ses activités, ses missions à venir ou ses partenaires, et ça crée de l'échange, des synergies, ça donne des idées, ça permet de se rassurer si le voisin il a des difficultés aussi, ben, on se sent moins seul, ben, le collectif quoi. Voilà. Et régulièrement aussi on organise des webinars pour l'ensemble de l'assemblée, et là on rassemble plus d'une centaine de participants. Donc ça permet de garder le lien même à distance. Peut-être le Covid nous a rendu service, mais en même temps, bah, c'est un programme qui se veut international. On ne peut pas voyager et c'est pas censé de voyager pour ça. Donc on garde du lien avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. C'est hyper facile. Justement, tu parlais d'outils. Vous avez justement un outil qui vous permet aussi de communiquer, de suivre, d'animer et de mettre en lien les collaborateurs avec des acteurs locaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, voilà, plus largement, comment tu effectues ce suivi-là? Alors, tu disais un suivi de proximité avec les référents. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir en tête? Exactement, le suivi au quotidien, il se fait comme ça avec le contact qu'on essaie de garder. On a aussi un groupe WhatsApp, on a aussi un canal Teams. Donc tous les moyens sont bons pour garder le lien. On est évidemment disponible par mail et tout, mais ça c'est au quotidien de s'assurer que on rentre bien dans le cadre. Donc par exemple, quand on entend qu'il y a une mission qui est en train de s'organiser, on s'assure que, par exemple, je prends l'exemple d'un nettoyage d'un espace vert, on va vraiment demander à l'organisateur de s'associer avec une organisation externe, de ne pas aller faire son nettoyage tout seul. C'est vraiment une manière de s'assurer qu'on a un impact et qu'on répond à un besoin et qui est adressé par une organisation externe, qu'on ne va pas nous-mêmes aller faire une action que la mesure d'impact sera quand même limitée. Ensuite, pour tout ce qui est suivi, effectivement, on a un outil, on utilise la plateforme Wenabi, qui permet de mettre en lien en fait les associations et les collaborateurs directement. Donc ça, c'est une plateforme qu'on utilise pour la France et environ une trentaine de pays et territoires, enfin des pays surtout qui sont les plus importants, les filiales les plus importantes, là où on a beaucoup de collaborateurs et où ça facilite quand même la gestion de l'animation du programme. Et dans les plus petites filiales, on va utiliser cette plateforme Wenabi aussi, mais juste avec un accès de régularisation. Donc en fait, tout le monde utilise la même plateforme, c'est unique. Et nous, ça nous facilite quand même grandement la tâche parce qu'on peut du coup extraire régulièrement les données de cet outil-là à tout moment en fait et communiquer. Et en fait, ça, c'est important aussi de pouvoir communiquer sur les indicateurs de participation, non pas pour pointer du doigt, mais au contraire pour encourager, féliciter et valoriser ceux qui l'ont fait, mais aussi encourager ceux qui seraient un peu plus en recul. Voilà. Donc, alors, ça vient aussi forcément, un outil en ligne, ça vient aussi avec ses contraintes. Et c'est vrai qu'il y a certains pays, ben, des fois, on a des... on le voit, hein, il y a certains pays, on est en réunion, on a des coupures intempestives de réseau. Il y a des associations dans certains pays, elles n'ont pas accès à Internet ou même parfois elles n'ont pas d'ordinateur. Donc c'est parfois bon, mais on s'adapte. Comme d'hab, voilà, on s'adapte au local. Ça, c'est indispensable de rester souple. Ça marche. Et j'en profite pour te poser une question. Est-ce que finalement, tu dis qu'il y avait des référents par pays. Est-ce que ces référents, ils sont formés à justement identifier des partenaires en locaux, ou alors, voilà, comment ils appréhendent finalement leur rôle, puisque j'imagine que ce n'est pas leur métier principal à l'origine. Alors, ce qu'on essaie de faire quand même, c'est de valoriser l'existant. C'est-à-dire que si la filiale elle a déjà des contacts avec la société civile, d'aller proposer notre programme action dans ce cadre-là pour encore plus créer du sens, quoi. Après, si c'est pas encore le cas, nous on les oriente sur l'éligibilité des partenaires, voilà, les domaines dans lesquels on souhaite être actif uniformément de manière internationale. On a aussi des documents type des contrats types ou des due diligence, des choses comme ça, voilà, des outils. Et après, ben,
on les met en lien et on peut les mettre en lien éventuellement avec des pays voisins qui auraient plus d'expérience ou quoi. Donc, que ça vienne à la fois de nous en centrale, mais pas que. C'est pour ça aussi que c'est important qu'entre eux, ils se parlent, les pays, pour pas que l'information ne vienne que de la centrale. On veut vraiment que ce soit le partage aussi d'expériences qui donne envie, quoi. C'est effectivement ce qu'on parlait, ce qu'on disait en termes de communauté, c'est tout l'intérêt, effectivement, que chacun puisse échanger sur ses pratiques. Quel conseil tu pourrais donner, toi, justement, à ceux qui nous écoutent sur le déploiement d'une politique d'engagement à l'international, sachant que chez vous, donc c'est depuis 2018, j'imagine que vous avez déjà un petit peu de recul sur finalement ce que vous pourriez encore faire ou ce que vous auriez pu mettre en place. Voilà, est-ce que tu aurais quelques conseils à nous partager? Oui, on peut toujours s'améliorer et heureusement parce que sinon on serait plus là. Donc on a des projets, on a plein d'idées et les années passent et on continue et on s'améliore de plus en plus et on va plus loin. Des conseils, moi j'en aurais 3, enfin peut-être plus, mais j'ai dû en choisir 3. Donc le premier, c'est une équipe en centrale motivée et dynamique et positive. Et ça, c'est le cas depuis le début du lancement. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par l'équipe. Et aujourd'hui encore, on a des éléments, que des bons éléments, que des numéros 10, qui favorisent le succès d'action, qui sont toujours motivés, qui entraînent, parce qu'il faut garder la pêche pour nos correspondants qui, eux, voilà, ils ont 1000 casquettes, ils ont un job à part entière, ils ont des exigences opérationnelles business, et on leur demande en plus de s'occuper de l'engagement des collaborateurs sur leur site. Donc en fait, il faut leur mâcher le travail et il faut être positif, toujours la positive attitude. Donc ça c'est clé, c'est important que nous, on soit toujours au taquet, qu'on réponde, parce que souvent la mission, elle est pour le lendemain. Des fois, on nous dit, mais demain, j'organise une mission, j'arrive pas à faire ci, ça. Donc, faut être au taquet et toujours positif. Le deuxième conseil, c'est d'adapter localement, mais ça, on le dit depuis le début, donc je ne vais pas y revenir, mais on doit absolument répondre aux besoins locaux, sinon on est à côté de la plaque et on va dans le mur, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, en interne, ça dépend sûrement des entreprises, mais c'est important de communiquer, à la fois de communiquer sur l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire valoriser ceux qui ont participé pour donner envie, etc., mais aussi dans la gestion et dans l'animation du programme et pour avoir un peu des alliés, communiquer avec tous les leviers possibles, donc les services RH, les services HSE, les services com. C'est important que tout le monde participe à l'aventure, quoi. Et donc utiliser ces relais aussi. Merci Cora. Je vois plusieurs, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'on peut prendre quelques questions pour Cora et William là tout de suite. J'en vois déjà quelques-unes peut-être pour toi Cora sur plus le volet RH. Alors Diane nous demande comment ces 24 heures sont gérées par les RH, donc les 24 heures qui sont données aux collaborateurs. Et Alice, est-ce que le rôle de référent est inscrit dans les objectifs de ces personnes, donc qui sont référents du programme Action? Alors, pour la première question de Diane, bonjour Diane. Alors, ces 24 heures, elles sont gérées par l'outil en fait qui est en ligne nous permet d'avoir la validation du manager par l'outil aussi. Et en fait, si tu veux, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le fait que l'association publie ses missions sur la plateforme, ça fait qu'on a un contrat tripartite entre le collaborateur, le manager qui représente l'entreprise et l'association. Donc, tout le monde est couvert pour le jour J. Et le temps de travail, enfin la mission qui arrive sur le temps de travail, elle est validée par le manager dans le système. Si on utilise l'outil comme un outil de régularisation, nous, on a des contrats type light, hein, mais pour s'assurer que tout le monde est OK sur la mission. Alors, parfois, dans certains pays, c'est le DG qui signe carrément la mission. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est validé pour partir en mission. Et on voit bien, les attentes en termes de RH, c'est assez bien géré, c'est assez organisé en France. Il y a certains pays, c'est beaucoup plus souple, hein. Donc pareil, hein, c'est chaque filiale qui s'organise un peu comme elle le souhaite. Nous, on veut pas, on est là pour donner le cadre, mais après, eux gèrent localement. Et il y a certains pays
où en fait, ils ont un système supplémentaire où ils doivent enregistrer leur participation. Donc, c'est vraiment un outil RH où ils doivent enregistrer leur participation à une mission. Et donc ça, localement, on s'adapte aussi. Donc, c'est là que l'outil est bien parce qu'il est assez flexible. Donc, on peut ajouter des messages pop-up en disant n'oubliez pas d'aller aussi vous inscrire dans tel outil RH, etc. Donc ça, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Diane, si c'était bien ça. Ouais, ok, super. Et Alice, bonjour, le rôle de référent est-il inscrit dans leurs objectifs? Non. Alors, ça devrait, en fait, hein, ça devrait, hein, puisque c'est une casquette officielle, hein, donc la nomination référent en France, on a des référents un peu éparpillés dans les régions, sur les sites, et à l'international, c'est à l'échelle d'un pays. Mais cette nomination, comme elle est donnée par le DG ou par le directeur de site, elle devrait théoriquement apparaître dans la fiche de poste, je dirais, et même dans l'entretien annuel. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, mais c'est une manière d'impliquer les managers, ça c'est sûr. À un moment donné, la question s'était posée de est-ce qu'on doit mettre dans l'entretien annuel la participation au programme Action en tant que collaborateur? Et là, ça va un peu loin et on s'est dit c'était peut-être pas nécessaire. On va essayer d'utiliser d'autres moyens parce qu'on parle quand même de volontariat. Donc voilà, on va quand même rester aussi assez ouvert sur ces sujets. Voilà, donc je sais pas si Alice, j'ai répondu aussi à ta question, j'espère. Merci Cora pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour William ou pour Cora avant qu'on passe à la conclusion? C'est le moment, profitez-en. Dans le chat, voilà, si vous souhaitez aussi lever la main. Alice nous indique que c'est bon. Elle a eu sa réponse. Et peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pour toi, William, Chloé qui disait qu'elle voulait en savoir plus sur les modalités d'engagement des collaborateurs et collaboratrices à l'international. C'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet sur lequel on s'est centré dans le webinaire, parce que comme je dis, si on avait dû faire un panorama de toutes les façons de s'engager, il y en avait énormément. Il y en a une par entreprise à peu près. Voilà, une par entreprise, c'est ça. C'est vrai que souvent, c'est très hétérogène là encore, et quand on s'adapte, c'est vrai qu'on a plutôt privilégié, hein, vous l'avez peut-être vu, mais on a plutôt privilégié dans ce webinaire le fait pour une entreprise de s'adapter en fait au contexte local. Il y a aussi certaines entreprises qui font le choix, entre guillemets, d'envoyer des collaborateurs français à l'international pour réaliser des missions d'expertise ou pour réaliser plutôt sous forme de congé solidaire, qui n'est pas du mécénat, mais qui est une forme d'engagement solidaire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est une possibilité, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression, en tout cas en tant qu'observatrice dans le réseau, que voilà, l'ancrage local, l'ancrage territorial, le fait de se rapprocher de ses collaborateurs sur le terrain est quand même privilégié aujourd'hui plutôt que de faire voyager des collaborateurs français à l'international. Oui, il y a cette dimension-là, peut-être deux éléments également, alors qui ne concernent pas uniquement l'engagement collaborateur, mais vraiment l'engagement des entreprises à l'international de manière générale. On constate, en regardant un petit peu ce qui se fait, qu'il y a quand même deux éléments qui sont vraiment super intéressants. Le premier, c'est quand les entreprises décident d'agir avec un programme. C'est-à-dire que quand elles ont quelque chose comme HSBC avec le Water Programme, comme Accenture avec Skills to Succeed, bref, quand elles ont quelque chose qui permet de donner une cohérence à un engagement partout dans le monde, avec un programme signature, en général, ça fonctionne assez bien et c'est assez intéressant parce que ça permet de créer de la transversalité. À voir ensuite quel degré de latitude est laissé au local pour adapter le programme. Mais de manière générale, plutôt que de vouloir basculer à l'international une culture d'engagement qu'on a en France avec différents axes d'intervention, en choisir un en se disant bah, ça c'est signature, on est identifié, c'est quelque chose qu'on peut démultiplier, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Ça c'est la première chose. Et puis une deuxième, évidemment, c'est d'abord de partir du local. En faisant la partie benchmark, par exemple, on voyait que dans certains pays, le fait le don du sang, par exemple, c'est quelque chose qui est super partagé, qui embarque pas mal de monde au sein de la boîte.
alors que nous, c'est pas forcément le premier don auquel on penserait pour des collaborateurs. Et pourtant, il y a des pays où c'est super important. Il y a des blood drives qui sont organisés dans les entreprises. Donc voilà, ça peut vraiment prendre des formes extrêmement différentes. Et en s'appuyant sur ce qui se fait déjà, sur les cultures locales, on a d'autant plus de chances. Et je pense que Cora, on sera d'accord, de construire quelque chose qui réponde à un besoin des assos, parce qu'encore une fois, c'est vraiment primordial, et puis qui puisse engager effectivement les collaborateurs en bout de chaîne. Justement, William, pour compléter ce que tu disais, le don du sang, c'est marrant, c'est un exemple que je voulais citer. On a toujours, nous, refusé de compter un don du sang comme un temps à donner dans le cadre du programme Action, parce qu'on considère que ça, enfin, c'est, voilà, on n'est pas tous égaux face à ça, et c'est un sujet qui touche à la santé, donc au corps humain, donc c'est assez, voilà, c'est le don de soi, quoi, donc c'est assez sensible. Après, on a des sollicitations, on a eu un pays, en l'occurrence, qui nous a, enfin, c'était vraiment, c'est un besoin local, je veux dire, c'est vital, ça permet de répondre à une réelle nécessité dans le pays. Et donc, pour pas freiner l'élan, parce qu'on sentait bien qu'il y avait des collaborateurs derrière qui voulaient y participer, quoi. Donc là, c'est vraiment, bah, ok, enfin, on s'adapte, toujours pareil. Dans ce cas-là, oui, on va pas, on est quand même, on travaille en toute intelligence, quoi. Donc le local et l'écoute. Oui, puis comme tu disais, le fil rouge, le fait de choisir un programme, finalement, Total Energy Foundation, c'est aussi le fil rouge de la jeunesse, comme tu disais, Cora, qui est quand même assez universel partout dans le monde. Le fait aussi de choisir ce fil rouge-là, je pense que ça permet davantage de pays de s'y reconnaître. Voilà, il y a toujours des actions à faire dans ce cadre-là, là où quand on est dans une niche qui est un petit peu franco-française, on va avoir du mal peut-être à la transposer à l'international tout de suite. Voilà. Peut-être dernière réponse pour toi, Cora, est-ce que les 24 heures sont défiscalisables? Joker. Je suis pas sûre. En tout cas, nous, on fait pas. Mais je suis même pas sûre. Enfin, et ça doit dépendre de toute manière de réglementation. Donc, en France, ce sera pas pareil qu'au Togo, qu'en Australie, quoi. Tout à Donc, fait. Ouais. Là, je pense que c'est, enfin, je ne veux pas répondre à la place de Total Energy, évidemment, mais je pense que ça dépend de chaque pays, puisque, comme le disait William, il y a vraiment des législations différentes. Et quand même, dans la plupart des pays, il n'y a pas de législation sur le mécénat de compétences. Hein. C'est pas, finalement, le fait que la France reconnaît le mécénat de compétences et les différentes modalités, c'est assez particulier quand même. Donc, voilà. Merci à tous les deux. Pour finir, et puis merci aussi à ceux qui ont posé des questions. Pour finir, on voulait vous présenter, alors c'est bien en novembre 2022 la prochaine formation, je me suis un petit peu... Bref, notre prochaine formation sur le mécénat international, donc, qui est co-animée par William et moi-même, qui se déroule sur 4 modules et donc 2 jours de formation, et où on revient sur, bien sûr, tout l'historique, le cas d'égal, les perspectives. Là, on va beaucoup plus en profondeur sur justement les zones géographiques, les pays, l'histoire de l'engagement dans ces pays-là, la culture de l'engagement et le cadre légal et fiscal dans chaque pays. Donc ça, c'est le module 1. Module 2, on s'intéresse aux formes d'engagement. On a aussi un module sur la mobilisation des collaborateurs où on va beaucoup plus en profondeur sur comment animer aussi un réseau de référents à l'international, quelles fiches mission on leur donne, etc. Tout un tas de bonnes pratiques qui sont aussi, qui viennent des observations du réseau et puis de nos partenaires respectifs. Quels outils de gestion choisir quand on veut animer une politique d'engagement à l'international, à savoir les outils à la fois pour identifier, pour sélectionner, pour évaluer les projets. Il n'y a pas que les plateformes, hein, il y a plein d'autres manières de le faire. Quelles bonnes pratiques on peut mettre en place. Et puis aussi le module 4 avec un module sur un benchmark justement des entreprises françaises à l'international, comment elles agissent. Et aussi, on a une entreprise française, mais on s'intéresse aussi à certaines entreprises étrangères, comme on parlait des HSBC, qui ont des programmes à l'international avec un témoignage du mécène. Donc, c'est une formation assez complète. Si vous êtes intéressé sur cette formation sur le mécénat à l'international, la prochaine session aura lieu en novembre 2022. C'est une formation qui peut être prise en charge par des OPCO, puisque les entreprises pour la cité est certifiée Calliope et est organisme de formation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé. Et puis, je vois qu'il est 10h01. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Un grand merci à William et Cora pour leur témoignage.
Vous recevrez effectivement le replay du webinaire dès qu'il sera prêt, et puis la présentation aussi qui a été diffusée aujourd'hui. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions par mail ou par téléphone, je vous mettrai mes coordonnées ainsi que celles de Cora et de William. Très bonne journée à toutes et tous. Merci Oriane. Merci à tous. Très bonne journée. William, à Merci, bientôt. Cora. Merci Oriane. Au revoir. Merci William, merci Cora.